Bienvenue pour cette quatrième saison des Temps Forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Alexia, bonjour Faten. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Et je vais profiter aussi de ce moment pour vous présenter mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Et donc, pour démarrer 2026, nous vous proposons de découvrir l'offre de services d'Avenir Actif autour de la reconversion et la mobilité professionnelle, ainsi qu'un focus sur l'évolution professionnelle des salariés selon le baromètre de 2025. Et bien sûr, nous avons le plaisir d'accueillir Faten Sali, directeur projet CEP de Avenir Actif. Bonjour et merci de nous avoir rejoints, Faten. Merci à vous. Bonjour à tous et rebonjour Christine. Merci pour l'invitation. Alexa, je te laisse la parole. Merci. Alors, je vais me joindre à Christine pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2026. Donc, on va réappliquer en 2026 les mêmes formules qu'en 2025 sur le fonctionnement des temps forts. Donc, je rappelle que l'événement est enregistré, que le replay sera disponible sur le site d'Amphore, que nous vous mettrons à disposition par mail une infographie de synthèse qui va reprendre les points clés qu'on aura vus ensemble ce matin avec Faten Sali. Et puis que, comme d'habitude, vous avez la possibilité de faire part de vos remarques, de vos questions via le chat. On les reprendra, vous allez voir, au fil du déroulé de la présentation. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez une question, la rubrique chat, de manière à ce qu'on puisse y revenir ensemble. Donc, puisque je vais vous parler du baromètre 2025, ce baromètre sur l'évolution professionnelle a été récemment publié. Et Faten, est-il possible de nous en faire une lecture de ce baromètre? Alors avant de démarrer, peut-être m'assurer que vous voyez bien Très bien. l'écran, tout le monde le voit bien, parfait. Et effectivement, comme tu l'as introduit Christine, l'Avenir Actif, le réseau des Avenirs Actifs partout en France, donc ce sont les 13 régions métropolitaines qui se sont associées à l'IFOP autour d'un sondage qui permet tout simplement de positionner ce qu'est l'évolution professionnelle pour les actifs en emploi, c'est-à-dire ici les salariés. Comme je l'introduisais, c'est un baromètre qui a été piloté au niveau national sur une population, un échantillon, vous le voyez ici, de près de 5000 personnes qui sont en emploi, donc des salariés. Et pour notre région Bourgogne-Franche-Comté, c'est un échantillon de 400 personnes interrogées. Donc les résultats que je vais vous présenter tout au long de la présentation, là, tout au long de l'animation, concernent spécifiquement la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors soyez rassurés, vous allez retrouver l'entièreté des résultats à la fois en ce qui concerne le baromètre national pour comparer nos données régionales notamment, et l'entièreté des résultats du baromètre régional sur notre site internet. Et je crois, Alessia, à l'issue de cette présentation, effectivement, tous les liens vous seront communiqués. Vous dire effectivement que la passation a eu lieu en 2025 sur les périodes que vous voyez ici, 22 juillet au 7 août. Donc c'est un questionnaire qui est pas si vieux. C'est un questionnaire que l'on reconduit chaque année. Donc vous aurez une nouvelle édition en 2026 sur les mêmes périodes, donc c'est-à-dire une publication en septembre 2026. Donc ce qui nous intéressait ici, c'était de comprendre ce qu'est l'évolution professionnelle pour les salariés et comment ils se projettent dans un avenir assez proche. Donc autour de 3 thématiques principales, ce sont celles que vous voyez ici, c'est-à-dire en quoi les transformations qui s'opèrent dans le paysage, dans le monde du travail, en quoi ces transformations, elles impactent les envies d'évolution professionnelle. Et lorsqu'on interroge ces salariés, qu'est-ce qu'ils perçoivent, qu'est-ce qu'ils reconnaissent comme étant de l'évolution professionnelle? Et enfin, 3e thématique qui nous intéressait particulièrement, dans quelle mesure, au regard de ces envies de changement, de ces envies d'évolution professionnelle, quels sont les outils de l'évolution professionnelle qu'ils ont en connaissance. Alors, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement puisque, vous l'avez compris, la question des services publics et notamment du conseil en évolution professionnelle est un sujet. Peut-être avant de démarrer et d'aller plus loin, juste vous interroger sur votre perception à vous, et en tout cas si vous avez la possibilité de répondre dans le chat à partir des 3 propositions qui vous sont faites ici, c'est-à-dire en 2025, donc lorsqu'on a interrogé ces personnes, je le répète, sur la période estivale 2025,
combien, selon vous, envisagent une évolution professionnelle? Vous avez 3 propositions de réponse, 8 sur 10, 6 sur 10, 4 sur 10. Si on peut prendre 2 secondes pour répondre dans le chat, il n'y a pas de Ça bonne ou commence. mauvaise réponse. Et les réponses arrivent dans le chat. On va regarder quelle est la tendance. Pour l'instant, la tendance s'affirme pratiquement sur toute la même proposition. Il y a peu de différence. On vous laisse encore 2 minutes. Attends, je ne veux pas. J'attends un petit peu d'une manière à ne pas influencer. Suspense. Donc 8 sur 10, 6 sur 10, 4 sur 10. Dites-nous tout. Selon vous, Alors, on a combien? une grande tendance à du 6 sur 10. Hein. Les 4 et les 8 sont très, très peu fréquents. Hein. Une grosse majorité sur le 6 sur 10. Très bien. Donc, je le répète, ce sont 400 personnes en région Bourgogne-Franche-Comté qui ont été interrogées. Et ce sont des personnes en emploi hein, qui ont été interrogées. Donc, les réponses. Vous voyez ici, donc, effectivement, ce sont 8 salariés sur 10 qui envisagent une évolution professionnelle. Eh bien, d'ici l'horizon 2027, 82% très exactement. Et c'est une tendance qui augmente d'année en année. C'est énorme. Plus de 8 personnes sur 10 envisagent une évolution professionnelle d'ici 2027. Donc vous voyez que c'est aussi, alors au-delà du fait que c'est une tendance qui tend à augmenter, hein, comparativement à 2024, c'est plus 7 points, c'est aussi une part qui est plus importante en région Bourgogne-Franche-Comté qu'elle ne l'est au niveau national. Plus 2 points. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez ici sur la droite. Quand on interroge plus spécifiquement sur quels sont vos souhaits d'évolution professionnelle, est-ce que vous avez une intention d'évolution professionnelle, eh bien, dans les 2 prochaines années, ou plutôt à moyen terme, c'est-à-dire dans l'année, ou à court terme, c'est-à-dire d'ici les 6 prochains mois, vous voyez que, quelle que soit la temporalité, eh bien, la tendance tend à augmenter. Donc, vous le voyez, c'est presque une personne sur 2 qui envisage une évolution professionnelle d'ici les 6 prochains mois. C'est très court, c'est-à-dire qu'à très court terme, eh bien, il y a des envies très fortes de changement, presque une personne sur 2. Et il faut retenir que c'est une tendance qui augmente d'année en année, quelle que soit la périodicité observée. Donc, vous voyez, c'est très fort et c'est très important. Alors, on verra pourquoi dans un second temps, mais peut-être pour introduire le sujet. Quand on observe spécifiquement les intentions d'évolution professionnelle, vous le voyez ici sur la gauche, c'est plus d'une personne sur 2, c'est-à-dire que majoritairement, les personnes envisagent une évolution professionnelle dans le même secteur d'activité. Bien que ce soit la majorité, 55% qui souhaitent évoluer dans le même secteur d'activité, c'est une tendance qui s'abaisse, c'est-à-dire qu'on perd quelques points comparativement à l'année dernière pour laisser plus de place au principe de reconversion professionnelle. C'est-à-dire que les intentions, l'intérêt pour la reconversion professionnelle est plus marqué en 2025 qu'il ne l'a été en 2024. Alors vous savez, hein, en 2026, il y a un certain nombre d'objets qui font leur introduction autour de la reconversion professionnelle, notamment un nouveau dispositif, une nouvelle mesure, la période de reconversion professionnelle. C'est-à-dire que tout ceci est complètement dans l'air du temps et répond à la fois à des attentes fortes des salariés, mais aussi des entreprises. On essaiera effectivement de décoder pour quelles raisons. Et la reconversion, elle se traduit à la fois dans d'autres secteurs d'activité, vous le voyez, hein, c'est presque 4 personnes sur 10, et à la fois dans le même secteur d'activité. Mais quel que soit le lieu de la reconversion, c'est une donnée qui tend à augmenter. Puis la création d'activités, les projets d'entrepreneuriat, c'est une valeur qui reste assez stable, de l'ordre de 6%. Puis alors, lorsqu'on interroge spécifiquement, quelles sont les intentions d'évolution au sein de l'entreprise? Encore une fois, c'est des intentions qui sont majoritaires, hein, c'est presque 6 personnes sur 10, même si, ces intentions tendent à régresser un peu, on perd 3 points, et on verra effectivement ce qu'il en est un peu plus loin. Et puis enfin, on a interrogé ces mêmes personnes, au-delà effectivement des intentions d'évolution dans le secteur, en dehors du secteur, dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, on les a interrogés sur
qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant de l'évolution professionnelle. Donc je dirais en top 1, sur le podium, la question de la rémunération reste l'élément le plus associé au principe d'évolution professionnelle. Vous voyez, c'est une personne sur 5, 22%, même si cette notion tente elle aussi à régresser pour laisser plus de place à des sujets comme l'acquisition d'une qualification, donc ça pose les sujets de formation, ça pose aussi les sujets de validation des acquis, et laisser aussi plus de place à l'équilibre entre la vie au travail et la vie personnelle. C'est une donnée qui tend, elle, à augmenter. Alors vous le voyez, vous avez effectivement des éléments associés à l'évolution professionnelle qui sont moins des intentions en 2025 pour les salariés, notamment la recherche de responsabilité. C'est une valeur qui tend à régresser. Le fait d'être mieux reconnu dans son travail tend également à régresser. Et à l'inverse, eh bien, on perçoit que les salariés sont peut-être un peu plus audacieux, puisque le fait d'associer l'évolution professionnelle au changement d'entreprise, lui, tend à augmenter. Ce qui est assez cohérent à ce que on disait précédemment, c'est-à-dire que les intentions d'évolution, même si elles restent majoritaires dans l'entreprise, elles tendent à diminuer pour laisser plus de place, donc on l'a dit, à la reconversion, mais aussi à des changements en dehors de l'entreprise. Petite question très rapide dans le chat. On reste concentré. Selon vous, quel est le facteur qui impacte le plus les envies professionnelles? Je répète, selon vous, est-ce que l'intelligence artificielle générative, je parle pas de toutes les IA, donc je parle bien de l'intelligence artificielle générative, l'automatisation des tâches, les tensions économiques sur le marché de l'emploi, les réformes liées au travail. Vous savez qu'il y a un certain nombre de réformes, la réforme de la retraite notamment. Parmi toutes ces propositions, laquelle impacte le plus les envies de changement? On se laisse quelques instants dans le chat et je laisse Alessia nous faire état des propositions. Donc les IAG, l'automatisation des tâches, on est sur la question de la robotisation, clairement. Les Très tensions sur le marché. partagé dans le chat pour l'instant sur les retours. Ah, intéressant. Alors c'est le facteur le plus impactant. Peut-être qu'ils le sont tous, mais peut-être qu'il y a un facteur plus qu'un autre qui se démarque. On passe à la réponse. Alessia, est-ce qu'il y a... Alors, du coup, la tendance, elle est difficile parce que on est beaucoup sur les tensions et les réformes sur le marché du travail, sur ces deux volets-là, mais l'IA a été citée, de même que l'automatisation des tâches. Donc, il n'y a pas une tendance qui se dégage avec un nombre quasi égalité sur tensions et réformes liées au travail. Très bien. Je pense que nos auditeurs ont raison sur un point, c'est-à-dire que tous les facteurs sont impactants. Tous les facteurs que l'on a cités impactent effectivement les envies professionnelles. Néanmoins, il y a un facteur qui est reconnu plus impactant que les autres, eh bien, c'est celui de l'IAG, des intelligences artificielles génératives. En clair, vous le voyez, si on somme les intelligences artificielles génératives avec la transition écologique qui est de l'ordre de 9%, et l'automatisation des tâches, eh bien, vous voyez que pour 6 personnes sur 10, approximativement 6 personnes sur 10, eh bien, toutes ces transitions technologiques, environnementales, numériques, elles impactent les choix professionnels. Ça veut dire que les salariés sont très lucides sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement de travail. Ils ont tout à fait conscience que toutes ces évolutions, et on a bien vu qu'en 2025, il y a eu une bascule qui s'est opérée, c'est-à-dire que les investissements autour de l'IA ont été plus massifs en France comme ailleurs dans le monde, et que la transition énergétique
elle est aussi accélérée. On a tous entendu parler du plan de relance à l'horizon 2030. C'est demain, on est déjà en 26. Dans 4 ans, on parle d'un parc automobile tout électrique, par exemple. Et vous savez que notre région Bourgogne-Franche-Comté est très marquée par l'industrie automobile, mais pas que. Elle est très marquée par l'industrie en général. Donc, tous ces facteurs de transition, vous voyez, pour 6 personnes sur 10, ce sont des vecteurs profonds de transformation du travail et ils le reconnaissent, ils sont très lucides face à ça. Et à la fois, ils sont très lucides également sur ce qui s'opère dans les contextes politiques et économiques. C'est pour un tiers, effectivement, des facteurs qui va les inviter au changement professionnel, c'est-à-dire la situation économique, mais aussi les différentes réformes que vous avez connues en 2025 qui se poursuivent en 2026, la réforme du travail, parmi laquelle il y a aussi la réforme des retraites et pas que. Donc on voit bien aussi qu'il y a des disparités dans les réponses selon le statut professionnel. Les cadres répondent plus massivement sur l'impact des IA dans leur travail, et on peut comprendre aisément pourquoi. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus marqués, notamment le secteur des services, donc qui répondent effectivement que toute cette technologie, ces nouvelles technologies les impactent. Et puis, il y a des disparités, selon les âges, c'est-à-dire que les plus de 50 ans, estiment que les réformes liées au marché du travail, ça les impacte beaucoup plus dans leur décision d'opérer. Et ça, on le comprend évidemment, c'est-à-dire que lorsque je suis en 3e partie de carrière ou en fin de carrière, comment je repense la fin de mon activité, comment je gère la fin de mon activité, notamment face à des questions d'usure professionnelle, de pénibilité au poste et pas que. N'hésitez pas à m'interrompre. Alors, on essaye de comprendre ensemble en quoi, effectivement, toutes ces transformations, elles impactent les envies professionnelles. Donc, vous le voyez ici, il y a à la fois ce qu'on va appeler des facteurs exogènes, c'est-à-dire extérieurs aux personnes, et à la fois des facteurs endogènes, c'est-à-dire des facteurs qui vont relever des personnes qui sont plus internes aux personnes. Donc, si là, je me concentre sur les facteurs exogènes, face à tout ce qu'on vient de se dire, comment réagissent les salariés? C'est majoritairement, puisque c'est 51%, donc c'est une personne sur 2, qui dit, face à toutes ces transitions, face à tout ce que je comprends et de ce qui s'opère dans l'environnement, je vais préférer attendre plutôt qu'agir. On va être sur des postures attentistes pour une majorité relative, puisque c'est 51%, et vous voyez que c'est une personne sur 5, 19%, qui a déjà engagé des actions autour de l'évolution professionnelle. En clair, je fais le lien avec ce que l'on a dit en amont. C'est 82% qui envisagent une évolution professionnelle. Pour autant, c'est seulement une personne sur 5 qui commence à agir. C'est-à-dire qu'entre l'intention et l'action, vous avez ici, un petit décalage, même un gros décalage, et on va voir peut-être quelques éléments explicatifs par la suite. Alors, en ce qui concerne les facteurs endogènes, c'est-à-dire qui sont liés à la personne, vous avez 3 grandes catégories de facteurs, si je peux résumer ainsi. Alors, bien évidemment, dans les déterminants de l'évolution professionnelle, et vous ne serez pas surpris lorsqu'on questionne les personnes sur qu'est-ce qui est déterminant dans vos choix professionnels, la question de la rémunération, vous voyez très largement, pour plus de 9 personnes sur 10, c'est un sujet. Ça, c'est un véritable sujet parce que comment on rémunère plus ses salariés lorsqu'économiquement, on est dans une instabilité? Vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, tout le monde est conscient également des contextes économiques. Voilà, c'est un sujet à la fois pour les entreprises, mais aussi un sujet pour les salariés. Et cette notion de facteur rémunératoire, bien qu'elle soit pour 92% déterminante, elle tend à régresser dans les réponses pour laisser plus de place à ce qu'on peut qualifier de critères liés à la QVT, à la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que les salariés sont plus en recherche de reconnaissance au travail, d'une moindre pression au travail, d'une charge de travail qui soit plus raisonnable. Donc tous ces sujets qui relèvent de la qualité de vie au travail, tendent
a, eux, évolué à la hausse. Et vous voyez que la question de la reconnaissance au travail, eh bien, c'est presque 9 personnes sur 10. Et peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez dans ces réponses. Et enfin, un troisième facteur qui est lié à la personne, dans la manière dont elle vit son travail, on est clairement sur des critères subjectifs, moins objectifs que les critères exogènes. Eh bien là, vous voyez que la question managériale, elle fait son entrée et que pour plus d'une personne sur 2, lorsqu'elle envisage une évolution professionnelle, c'est aussi associé à l'idée de changer de manager. Donc la question du management plus individualisé, mais pas que, fait son entrée. Alors, on pense aussi à nos managers, on pense aussi aux directeurs de structure, à ceux qui pilotent les services. Peut-être que eux aussi sont en difficulté parce que les transitions s'opèrent extrêmement vite dans un monde qui est complètement incertain, avec une plus grande vulnérabilité pour les structures et les entreprises en termes économiques. Comment on arrive à concilier la question de la qualité de vie au travail, du style managérial et des préoccupations de performance, c'est tout un sujet. Alors, si quelqu'un a la réponse, vous voyez bien que c'est un sujet très complexe, mais on peut comprendre aussi que ce soit vécu difficilement aussi par les managers eux-mêmes. Alors, face à tout cela, qu'est-ce qu'on retient? On l'a dit, plus de 8 personnes sur 10 envisagent de changer, une évolution professionnelle. Près d'une personne sur 2 envisage une évolution professionnelle à très court terme, c'est-à-dire dans les 6 prochains mois. À la fois, on a vu ensemble que le passage à l'action concerne seulement une personne sur 5. On a compris qu'effectivement, il y a des transformations qui s'opèrent dans le paysage et elles sont totalement objectivées, c'est-à-dire les contextes de réforme économique, les transformations numériques, environnementales, que les salariés eux-mêmes sont en recherche de spécificités qui leur sont personnellement attachées, et à la fois, lorsqu'on les interroge sur les outils de l'évolution professionnelle, et vous voyez, c'est 6 personnes sur 10 qui se tournent vers le service public de conseil en évolution professionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on leur demande quels sont leurs premiers réflexes lorsqu'ils se face à des difficultés au travail, lorsque eux-mêmes sont confrontés à des difficultés, comment opèrent-ils? Le premier réflexe, c'est de se tourner vers son proche, vers ses proches. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que les proches sont plus expérimentés que des services publics de l'emploi et de l'orientation? Je pense que chacun autour de la table a la réponse puisque vous en êtes. Mais vous voyez, c'est plus de 7 personnes sur 10 qui va se tourner plutôt vers un proche et, dans un deuxième temps, qui va se tourner vers les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire son hiérarchique, les syndicats, le CSE. Est-ce que pour autant tous ces acteurs sont bien informés des différents outils de l'évolution professionnelle? On pourrait supposer que oui, mais peut-être qu'ils ne sont pas experts de ces sujets. Et enfin, et ça c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, vous voyez que la recherche sur le net, c'est plus de 6 personnes sur 10 qui vont la rechercher de l'information sur le net. L'information sur le net, elle peut être juste, elle peut être fausse, elle peut être guidée, il faut la comprendre, il faut savoir la lire. Et c'est 4 personnes sur 10 qui vont aller chercher leur réponse directement dans l'IA. Et là, ça change la lecture. Ça veut dire que peut-être que pour nous, acteurs de l'EFOP, donc de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, on a peut-être un sujet à prendre à bout de bras autour de la recherche d'informations. Donc je le répète, 6 sur 10 se tournent vers le service de conseil en évolution professionnelle. Alors, ce qui est assez positif, même si ce n'est pas la majorité, c'est que, alors c'est presque une personne sur 2 qui connaît le service de conseil en évolution professionnelle. C'est une tendance qui tend à augmenter. On a gagné 6 points par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Comment? Tout simplement parce qu'on essaye de communiquer très largement, soit par des opérations de communication, des campagnes de communication, soit comme on le fait aujourd'hui pour acculturer aussi les acteurs. Et lorsque on interroge sur la perception de ce service, c'est-à-dire la notoriété de ce service, vous voyez que largement, c'est plus de 8 personnes sur 10 sans l'avoir consommé,
qui estiment que c'est un service de qualité, c'est-à-dire que c'est un service qui bénéficie d'une image positive. Et ceux qui ont consommé le service sont encore plus satisfaits, c'est-à-dire qu'ils notent très favorablement le service, en tout cas pour la région Bourgogne-Franche-Comté. En ce qui concerne le CEP des salariés, c'est plus de 94% qui estiment le service de qualité. Donc, c'est tout l'effort que l'on a à faire. Et puis, malheureusement, et c'est là-dessus qu'il y a à opérer, malheureusement, eh bien, c'est seulement un tiers qui sait que ce concert en évolution professionnelle peut accompagner à la fois des logiques de reconversion et à la fois des logiques d'évolution au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge les salariés, eh bien, les services CEP sont très associés à la logique de valorisation des acquis, à la logique de formation, d'acquisition des compétences, donc à la notion de compétences, et beaucoup moins à d'autres services plus généraux, comme changer d'entreprise, faire le point sur sa situation, prendre du recul, m'aider à dialoguer avec mon employeur, préparer un entretien professionnel, etc., etc. Ces services restent encore très méconnus. Donc, vous voyez, c'est un tiers des répondants qui nous disent, voilà, savoir que mon CEP, eh bien, contribue à ma réflexion d'évolution ou de reconversion professionnelle. Avant de passer plus spécifiquement au sujet du conseil en évolution professionnelle, peut-être Alessia, te redonner la main. Oui, il y a une petite remarque pour l'instant, mais du coup, je profite pour réitérer le fait que c'est intéressant que vous partagiez vos remarques ou vos questionnements dans le chat. On a un retour sur les facteurs endogènes sont ceux que mes bénéficiaires m'expriment pendant leur accompagnement en bilan de compétences. Donc, on a un retour sur ce que tu expliquais et puis sur le lien avec une prestation particulière qui est le bilan de compétences. Ça peut peut-être permettre de faire un petit rappel bilan de compétences CEP puisqu'on n'est pas tout à fait sur la même chose. Ce qui permettra aussi d'avoir un autre petit temps si vous voulez poser d'autres questions, hein. Je retourne vers notre public. Oui, alors c'est une très juste remarque. Effectivement, le conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences, eh bien, se complètent, ils s'articulent, ils sont pas à mettre en opposition. C'est-à-dire qu'on peut très bien mobiliser du conseil en évolution professionnelle en amont d'un bilan, c'est-à-dire que le CEP va pouvoir, pour un temps plus long, proposer une prestation qui est le bilan de compétences pour travailler de manière plus investie, les intérêts professionnels, les aptitudes, la motivation, etc., etc. Ça peut être un temps, CEP et bilan peuvent s'articuler pendant le bilan de compétences, c'est-à-dire que le conseil d'évolution professionnelle bénéficie d'une délégation de la part de France Travail pour pouvoir prétendre à des immersions en entreprise. Donc les salariés ont tout à fait la possibilité de tester un secteur d'activité, un métier au travers de l'immersion facile et le CEP bénéficie de cette délégation pour signer des conventions. Donc le prestataire de bilan peut tout à fait solliciter, inviter la personne à solliciter le CEP pour engager cette immersion et confirmer des choix tout au long du processus de maturation. Et puis c'est tout à fait possible de mobiliser le CEP et le bilan en articulation à la fin d'un bilan. C'est-à-dire que le bilan va conclure à des pistes, il a conclu à un plan d'action et le CEP va mettre en œuvre le plan d'action, notamment sur le volet ingénierie financière. C'est-à-dire que le CEP va pouvoir accompagner la mise en œuvre de dispositifs. Il y en a un certain nombre et il y a des dispositifs pour lesquels le CEP est obligatoire. Et on le verra assez rapidement en fin de séance. Donc, vous voyez, ne mettez pas en opposition, la remarque était très juste, CEP et bilan se complètent et on verra qu'effectivement, le bilan, donc c'est une prestation, donc elle est payante et il y a des dispositifs qui permettent de financer, à la différence du CEP qui lui est un service, il n'est pas une prestation, il est un service public d'accompagnement et qui est totalement gratuit à la main de la personne autant de fois qu'elle le souhaite. Donc, on peut articuler les deux sans aucun problème. Est-ce que je poursuis ou est-ce qu'il y a d'autres réactions ?
Non, mais la réaction va dans le sens de ce que tu évoques et c'est que l'expérience de certains sur le fonctionnement bilan de compétences des conseils en évolution professionnelle. Et puis, on vous a partagé un petit podcast qui permet de revenir d'une autre façon sur le baromètre qu'on remettra aussi sur l'infographie. Pas d'autres remarques ou d'autres questions pour l'instant? Merci Alessia. Alors sur cette question de l'évolution professionnelle ou du conseil en évolution professionnelle particulièrement, vous savez qu'il y a plusieurs acteurs qui sont mandatés par la loi. C'est un arrêté, c'est l'arrêté du 29 mars de 2019 qui fixe le cahier des charges du conseil en évolution professionnelle et qui liste les opérateurs autorisés à délivrer ce conseil en évolution professionnelle. C'est-à-dire qu'en dehors des 5 opérateurs que vous voyez là, eh bien, il n'y a pas d'autres opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Tout ça est bien réglementé et bien légiféré. Alors, il y a une répartition statutaire qui se fait pour aiguiller vers tel ou tel opérateur, c'est-à-dire que tous les cadres vont s'orienter vers l'APEC. Les personnes en recherche d'emploi se tournent naturellement vers France Travail. Les jeunes de moins de 26 ans vers le réseau des missions locales, les personnes en situation de handicap pour lesquelles le handicap est un frein à l'évolution professionnelle vont se tourner vers le réseau des Cap Emploi. Et puis pour tous les autres, c'est-à-dire la très grande majorité, tous les actifs en emploi, les salariés du privé et tous les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, les libéraux, les exploitants agricoles, donc tous ces gens-là vont pouvoir se tourner vers un opérateur qui a été sélectionné, et c'est le seul opérateur qui est sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres publié par France Compétences. Donc, appel d'offres publié par France Compétences, sélection de l'opérateur par France Compétences, et cet opérateur est identifié sous une identité commune partout en France métropolitaine et dans les DROM, sous l'identité Avenir Actif. Voilà, donc retenez que Avenir Actif est l'opérateur de conseil en évolution professionnelle pour toutes les personnes en situation d'emploi non cadre. Alors ça paraît simple sur le papier, mais vous voyez bien qu'il y a nécessairement des articulations entre tous ces opérateurs, puisque eh bien, une personne peut être à la fois cadre, en situation de handicap, et avoir moins de 26 ans parce que c'est un jeune ingénieur, par exemple. Donc, qui est l'opérateur de droit? Donc, vous avez un tas d'exemples comme celui-ci. Eh bien, ça nécessite tout simplement de se concerter entre opérateurs pour fixer des règles d'aiguillage. Donc, c'est totalement transparent pour la personne. Nous, on sait faire notre travail. Chacun des opérateurs sait faire son travail et sait répondre à une sollicitation pour aiguiller, orienter au mieux. Donc, retenez une URL, mon-cep.org, c'est celle que vous voyez là, pour identifier l'opérateur de droit et ensuite le contact dans ma région. Donc ça, c'est un site internet qui est porté par France Compétences. Alors, ce conseil en évolution professionnelle fait l'objet d'un cahier des charges, on l'a dit, avec 2 niveaux de service. Ce sont ceux que vous voyez ici sur la droite. Un premier niveau qui concerne, je ne sais pas si je vais bouger un peu ça, un premier niveau qui concerne, je dirais, une étape de diagnostic partagé et d'un premier niveau d'information sur les métiers, les qualifications, l'emploi, les certifications. Et puis un deuxième niveau, si la personne le souhaite, qui va viser à mettre en œuvre, donc à travailler autour des différentes stratégies d'évolution professionnelle lorsque la personne n'a pas identifié ses intentions, ou à travailler spécifiquement sur une stratégie d'évolution professionnelle pour la mettre en œuvre lorsqu'elle l'a bien définie. Sur ce deuxième niveau, on est spécifiquement sur de l'ingénierie pédagogique et de l'ingénierie financière, pour faire simple. Ce service, eh bien, il répond au principe du service public que vous voyez ici sur la gauche, nécessairement la gratuité. Je peux bénéficier du service autant de fois que je le souhaite. Il est complètement confidentiel. En aucun cas, les éléments ne sont partagés avec qui que ce soit. C'est la personne qui porte ses conclusions à qui elle le souhaite, et notamment l'employeur. C'est elle qui fait la démarche. Un service de proximité, on va le voir, 39 lieux d'accueil partout dans la région. C'est un service qui est dit personnalisé.
c'est-à-dire qu'il s'adapte au niveau de maturation du projet, à son niveau de compréhension, à son niveau de langue, etc., etc. Et puis c'est un service neutre, c'est-à-dire qu'en aucun cas, il ne peut orienter prioritairement vers un prestataire plus qu'un autre, un organisme de formation plus qu'un autre, un centre de bilan plus qu'un autre. C'est nécessairement un service qui reste neutre dans sa forme. N'hésitez pas à m'interrompre, bien évidemment. Je poursuis. À quoi sert-il? Vous le voyez ici sur la cartographie, il couvre 9 services pour répondre à toutes les envies d'évolution professionnelle, quelles qu'elles soient. Donc, il y a des services qui sont très transparents, changer de métier, évoluer dans mon entreprise, valoriser mes compétences ou se former. Mais il y a des services comme mieux dialoguer avec mon employeur qui sont peut-être moins transparents, moins connus. Alors, mieux dialoguer avec mon employeur, c'est essentiellement, préparer une demande à mon employeur, une demande de départ en formation, par exemple, qu'il s'agisse de la reconversion ou de l'évolution interne. Ça peut être préparer mon entretien professionnel, le nouvel entretien de parcours professionnel. Ça peut être préparer mon entretien individuel annuel, qui lui est un entretien d'évaluation, etc. Il y a un service que l'on a nommé m'informer sur les opportunités, on l'a dit tout à l'heure. Les salariés, bien qu'ils soient conscients des transformations qui s'opèrent dans le paysage, ont encore besoin d'être accompagnés dans l'information, information métier, information emploi, qualification, certification. Il y a des outils pour ça. Et puis, tout simplement, je peux juste avoir envie de prendre un peu de distance par rapport à ma situation, prendre du recul, c'est-à-dire que j'ai pas envie de changer. C'est simplement qu'aujourd'hui, je ressens le besoin de faire un point. Ça fait 10 ans que je travaille dans la même société, ça se passe plutôt bien, mais j'ai besoin d'y voir un peu clair dans ma situation. On travaille également avec des entreprises, bien évidemment. L'entreprise n'est pas notre client principal. Notre client principal reste le salarié ou le travailleur indépendant. Néanmoins, vous voyez bien qu'il y a il y a un intérêt commun. Et donc, l'opérateur de compétences qui est l'interlocuteur privilégié de l'entreprise va nous permettre effectivement de communiquer autour de ce service CEP. L'idée, c'est aussi de faire connaître ce service CEP au sein des entreprises pour que les salariés puissent s'en emparer. Et donc, il y a un intérêt pour l'entreprise à travailler avec ce CEP pour renforcer sa marque employeur, pour fidéliser ses salariés, puisque un salarié qui accède à la formation, pour l'entreprise dans laquelle il y a un dialogue ouvert sur les questions d'évolution, c'est un salarié qui va avoir plus tendance à travailler en confiance avec l'entreprise. Et c'est une forme de fidélisation. Mais il y a d'autres objets que vous voyez là, c'est-à-dire que l'entreprise peut aussi chercher à optimiser son budget formation. Il y a des dispositifs qu'elle ne connaît pas, qui sont à la main du salarié. Comment le salarié peut s'en emparer? Voilà, c'est autant de sujets qui permettent d'être dans une approche gagnant-gagnant, tout simplement, que ça réponde aux préoccupations du salarié, tout en répondant à des sujets de l'entreprise. Je vous le disais, ce service de conseil en évolution professionnelle, il doit s'inscrire dans une forme de proximité, notamment la proximité géographique. Sur la gauche, vous avez là la cartographie de tous nos points d'accueil, 39 lieux d'accueil. Dans tous les départements, nous sommes présents et dans les 21 zones d'emploi. C'est-à-dire, on est présent dans toutes les zones d'emploi de la région. Et ce qui est important de retenir, c'est que vous voyez, c'est la moitié de nos lieux d'accueil qui sont situés en zone rurale. C'est-à-dire que ça doit profiter à tous. Les zones urbaines, elles sont dotées de plus de sites. Par exemple, sur Dijon, vous allez retrouver 3 lieux d'accueil. Mais on retrouve également des lieux d'accueil dans les zones rurales et c'est 50% de nos lieux d'accueil. Ça, c'est important de le retenir. Tout le monde doit pouvoir accéder en qualité de service public à un service de conseil en évolution professionnelle. C'est plus de 50 conseillers qui sont là pour répondre aux ambitions, aux intentions des salariés et des travailleurs indépendants et sous des formes très différentes, présentielles, téléphoniques, visioconférences. Sur la droite, parce qu'il y a l'intention, mais il y a aussi la mise en œuvre. Sur la droite, vous voyez ici une cartographie avec, une représentation de l'origine géographique de ceux qui ont consommé le service de conseil en évolution professionnelle Avenir Actif en
en 2024. 2025, on n'a pas arrêté tout à fait la donnée, elle va s'arrêter au 31 janvier. Donc, on vous donnera également la cartographie. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que vous voyez, les personnes viennent de partout, de tous les territoires, même des territoires les plus isolés. Alors, bien sûr, il y a la diagonale du vide dans le Nivernais, mais au-delà des reliefs naturels, vous voyez que les gens viennent vraiment de partout. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire qui soit isolé dans la consommation du service. Donc, à gauche, la proposition, à droite, la consommation du service. Une seule référence, un site internet. Alors, vous pouvez y arriver depuis moncep.org dont on a parlé tout à l'heure, mais également en saisissant directement Avenir Actif si la personne sait qu'elle est salariée non cadre et qu'elle est en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle se saisit de cette URL et elle atterrit directement sur notre système de géolocalisation pour identifier le site le plus proche, mais également d'autres informations. Est-ce que à ce stade, Alessia, on a des questions ? On a 2 questions, Faten. On a évoqué les différents opérateurs avec les différents publics. On n'a pas parlé des salariés du secteur public. Donc la question, c'est de savoir où vont les fonctionnaires et ou contractuels du secteur public pour bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est quel lien entre le CEP et les associations de transition pro, notamment AT-Pro Bourgogne-Franche-Comté. Très bien. 2 questions très pertinentes. Donc la première, effectivement, l'arrêté du 29 mars 2019 dont je vous ai parlé tout à l'heure, il ne traite pas de la fonction publique. Donc on a 3 fonctions publiques. La fonction publique territoriale, auquel cas, les agents vont se tourner vers le CNFPT qui propose aussi un service de conseil en évolution professionnelle, différent puisque c'est pas le même cahier des charges, on est bien d'accord. La fonction publique d'État. Et pour celle-ci, les fonctionnaires vont plutôt se tourner effectivement vers leur ministère ou leur RH de référence. Et puis la fonction publique hospitalière qui bénéficie d'un interlocuteur qui est l'ANFH. Voilà. Là, vous avez les 3 interlocuteurs pour chacune des fonctions publiques. Et la différence concerne l'évolution professionnelle, association transition pro, c'est une question qui est assez récurrente. La réforme 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en 2018, a introduit un principe fondamental, si je puis dire. Elle a séparé ce qui relève de la démarche conseil et de ce qui relève de la démarche financière, gestion des dispositifs de financement à la main des salariés. Précédemment, le FONGECIF et d'autres OPACIF gérer à la fois les financements à la main des salariés et la démarche de conseil. La loi 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel sépare clairement les deux et donc elle introduit un nouvel opérateur, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans le cadre d'un appel d'offres sélectionné par France Compétences qui est Avenir Actif pour délivrer le conseil et elle transforme le réseau des FONGECIF, des fonds de gestion du congé individuel de formation, en association transition pro pour financer les dispositifs de reconversion qui sont à la main des salariés. Donc vous avez un gestionnaire de dispositifs, un opérateur de conseil en évolution professionnelle. Les 2 s'articulent puisque vous avez compris que l'opérateur de conseil en évolution professionnelle va aider le salarié et les autres statuts, on l'a entendu, donc va aider. Alors là, on parle spécifiquement des salariés pour les dispositifs transition pro. Donc l'opérateur de conseil en évolution professionnelle des salariés, en l'occurrence APEC, Cap Emploi, Avenir Actif, vont pouvoir aider à la mobilisation de dispositifs gérés par l'association Transition Pro, comme par exemple le projet de transition professionnelle. Mais il y a des dispositifs que gère l'association Transition Pro pour lesquels seul Avenir Actif peut être sollicité. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Je pense que tu as répondu à la question. Tu as les remerciements de notre public. N'hésitez pas si on aura encore un dernier temps de questions avant de se quitter, mais qui sera peut-être un petit peu plus court. Donc, posez vos questions depuis maintenant. Sur la dernière partie, Faten, dans le temps qui nous reste, peut-être un petit éclairage sur la dynamique de ce conseil en évolution professionnelle sur les territoires pour qu'on voit concrètement avec quels partenaires vous travaillez. Alors, c'est bien de le resituer. Vous l'avez compris, ce conseil en évolution professionnelle, il ne peut pas exister seul. Ce n'est pas possible. C'est un service qui est pensé pour s'articuler avec d'autres acteurs dans les territoires, localement spécifiquement, pour apporter ensemble, une réponse de qualité à un utilisateur. C'est-à-dire que c'est bien les synergies qui vont s'opérer avec une galaxie de partenaires dans un territoire qui vont permettre de mobiliser des ressources, des dispositifs, afin de tout simplement construire une stratégie d'action qui soit pertinente pour l'utilisateur. Et je pense qu'on œuvre tous pour cela. Donc l'idée, c'est de ne pas isoler ce CEP, mais de bien l'intégrer dans une synergie, dans une forme de collaboration partenariale. Alors il est présent, il travaille avec un tas d'acteurs au niveau régional, évidemment, notamment parce que c'est un outil de service public, et comme il est un outil de politique publique, nécessairement, il va travailler avec des instances, des institutions représentatives et politiques. Il est membre du service public régional de l'orientation, il est membre du CREFOP, du Conseil régional de l'emploi-formation, etc., etc. Donc, il va être complètement embarqué dans des questions de politique publique. Mais il est aussi embarqué sur des logiques d'articulation et donc de fluidité de parcours pour sécuriser les parcours, notamment avec les acteurs que vous voyez là, c'est-à-dire les acteurs de la santé au travail, la CARSAT, les services de prévention santé au travail notamment, mais pas que, les acteurs de la création reprise d'entreprise, du développement de compétences. Il y a des prestataires de bilan de compétences autour de la table et vous en avez témoigné, de l'orientation, notamment les CIO, les CRIJ. De fait, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes membres du service public régional de l'orientation, donc tous les acteurs qui y participent sont des acteurs partenaires, etc., etc. Et puis enfin, il va collaborer avec des acteurs, des partenaires notamment pour mieux faire connaître ce service de conseil en évolution professionnelle, parce que c'est une mission de l'État et parce que l'État a des ambitions au regard de toutes ces transformations. Et vous l'avez vu tout à l'heure, c'est moins d'une personne sur deux qui connaît ce service alors qu'il est gratuit, il est public et qu'il est utile, il est reconnu dans sa qualité. Et là, on va travailler avec tous les acteurs qui permettent de le mettre en visibilité, notamment des acteurs de l'entreprise, les opérateurs de compétences, par exemple, mais également France Travail. On a une convention avec France Travail, on a une convention de partenariat avec ces opérateurs avec plusieurs opérateurs de compétences, mais aussi avec d'autres acteurs comme les SIAE, des acteurs de l'activité économique. Donc, tous ces acteurs vont concourir effectivement à permettre à chacun de mieux se saisir de son évolution professionnelle en s'articulant avec chacun d'eux et en mobilisant également leurs dispositifs, leurs ressources en articulation avec nos propres ressources et nos propres mesures. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est un service qui va être mobilisé et mobilisable autour de certains dispositifs. Bon, il y en a quelques-uns ici, c'est-à-dire que dans des logiques d'abondement du compte personnel de formation, le CEP va être obligatoire dans sa mobilisation, donc il va être rendu obligatoire. Également dans des logiques d'abondement du compte personnel de formation, soit parce que j'ai été victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle et je bénéficie, d'un certain nombre de critères qui me permettent de bénéficier d'un abondement, soit parce que je suis exposée à des facteurs de risque professionnel qui sont reconnus, et auquel cas je peux aussi transformer mes points pénibilité pour de l'achat de formation et abonder mon compte personnel de formation. Et dans ces deux cas-là, dans ces deux cas CPF, le CEP va être obligatoire. Pas n'importe quel CEP, seul l'opérateur Avenir Actif est autorisé.
Voilà. Là, vous aurez seulement Avenir Actif qui sera autorisé à intervenir. Il y a un nouveau dispositif qui a fait son entrée en 2025, c'est la prévention usure reconversion professionnelle. C'est-à-dire que lorsque les personnes bénéficient d'un compte prévention pénibilité, eh bien, elles peuvent utiliser ces droits pour un achat de prestations telles que le bilan de compétences ou la validation des acquis lorsque les points couvrent l'entièreté des frais, soit pour acheter aussi une formation. Et si j'ai pas assez de points pour couvrir l'entièreté des coûts de formation, eh bien, je vais pouvoir mobiliser un complément au travers du projet de transition professionnelle. Et sur toute cette démarche, le conseil en évolution professionnelle Avenir Actif, eh bien, va pouvoir vous accompagner et il va pouvoir vous guider dans chacune de ces étapes. Et là, le CEP Avenir Actif va être obligatoire. Donc retenez que dans certaines mesures, il est obligatoire. Et puis, il n'est pas obligatoire, mais conseillé. Et l'association Transition Pro fait un formidable travail là-dessus, d'aiguillage pour orienter vers le CEP et être accompagné. Eh bien, c'est le cas du projet de transition professionnelle, qui est un dispositif de reconversion à la main des salariés, mais également la démission reconversion, qui est un outil qui permet de démissionner pour se reconvertir ou créer son activité, voilà, soit se reconvertir sur un autre métier en tant que salarié, soit créer son activité. Et donc, dans toutes ces logiques, ainsi que dans une logique de pénibilité des postes, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui n'ouvrent pas droit au compte prévention pénibilité. Pour tous ces cas, eh bien, il y a un dispositif qui a fait son entrée en 2025, qui est le fameux FIPU. Donc, dans le cadre de ces dispositifs, eh bien, pour mobiliser ces dispositifs, les personnes peuvent tout à fait se tourner vers un opérateur de conseil en évolution professionnelle au regard de leur statut. Et vous comprenez que nécessairement, dans le cadre de tous ces dispositifs, vous avez vu, il y a un certain nombre de logos, la Caisse des dépôts, l'assurance maladie, Transition Pro, etc. Donc, vous comprenez que nécessairement, ce sont des acteurs partenaires du conseil en évolution professionnelle, puisqu'on s'articule autour des ingénieries et de parcours et des ingénieries financières. Alors, si vous-même, vous voulez devenir partenaire du conseil en évolution professionnelle, vous voulez travailler avec le conseil en évolution professionnelle des salariés, c'est-à-dire Avenir Actif, pour être plus efficients ensemble, efficaces ensemble autour des stratégies mises en œuvre par les salariés et les travailleurs indépendants, vous avez tout à fait la possibilité de vous rapprocher de nos services. Vous avez une page qui est dédiée sur notre site internet, un espace partenaire avec un formulaire de contact qui vous est proposé, notamment si vous souhaitez communiquer sur ce service au sein de vos structures, vous pouvez nous commander des supports, on les livre gracieusement au format papier, des flyers, des affiches, format A4, format A3. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez aller plus loin en demandant un rendez-vous de partenariat, voir si vous avez des intentions de nous les partager. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Soyez rassurés, vous aurez toujours une réponse. Derrière cette adresse, derrière ce patch, c'est notre chargé de communication et moi-même qui consultons régulièrement effectivement les sollicitations. Donc pas d'inquiétude, elle sera traitée. Alessia, est-ce que je suis dans le timing? Je crois que oui, on a encore 5 petites minutes si toutefois il y a des sujets. Ça m'atteigne, je n'ai pas eu besoin de faire de rappel de chronomètre. Du coup, on est sur le dernier petit temps de questions-réponses. On avait une question qui va nous projeter un petit peu plus loin puisqu'elle est sur le nouveau dispositif de la période de reconversion. Est-ce que le nouveau dispositif CDD reconversion sera également concerné par, j'imagine, le lien avec le CEP et le CEP potentiellement obligatoire? Je pense que ça a été évoqué quand tu as fait le lien entre l'accompagnement et les dispositifs de financement. Tout à fait. Vous avez encore une petite question. Il nous restera 2 minutes avant la petite conclusion. Alors, sur cette période de reconversion, juste vous dire qu'on attend encore la publication de certains décrets. Alessia, tu confirmes? Oui, j'allais dire que je le réaborderai pendant mon temps de rendez-vous de la réglementation le mois prochain, en espérant que les textes soient publiés d'ici là, puisque on a la loi, c'est-à-dire qu'on a les principes généraux, sauf que c'est les décrets qui mettent en musique, Voilà. en réel, et il nous manque quand même des éléments plus cadrans. C'est ça.
Mais on veut bien savoir dans le chat dans quelle mesure vous avez été satisfait de cette présentation. Hein. N'hésitez surtout pas. Hein. Merci de nous faire vos retours, même si on va vous questionner. Il y aura juste à la fin du chat une petite rubrique qui s'ouvrira avec quelques questions. Il y en a très très peu, mais pour mesurer votre satisfaction. Donc j'en profite pour laisser le temps des questions et puis dire que on attend votre retour sur cette petite enquête, surtout sur les différents éléments de satisfaction. Et puis la dernière question sera une question sur vos souhaits de programmation et sur des sujets. Donc, elle est précieuse cette possibilité de nous présenter des thématiques qui vous intéressent pour la prochaine programmation des temps forts. N'hésitez pas à être assez précis, hein, de bien contextualiser vos questionnements de manière à ce qu'on puisse les reprendre et voilà, trouver une solution de thématique qui correspond. Bon, on espère avoir répondu. Si vous n'avez pas de questions, ça peut être des réactions, des remarques, quelles qu'elles soient, on prend tout, quelles qu'elles soient. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On espère que vous repartez de cette séance en ayant appris un petit quelque chose de plus, quel qu'il soit, que elle vous a été utile, cette séance, et que vous identifiez peut-être un peu plus, les ambitions d'évolution professionnelle des salariés et les opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Merci à vous. Merci Fatane et merci vraiment pour cette présentation très très claire, très précise, vraiment. Et bon, à chaque fois c'est toujours très intéressant de faire un temps fort avec toi. Donc merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Je vois au remerciement et c'est la synthèse du chat final, très limpidité, clarté, dynamisme. Donc on te remercie pour ces éléments en plus qui nous projettent sur pas mal de questionnements parce que effectivement le sujet de l'évolution est quand même un sujet qui est au cœur des questionnements et qui va sûrement le rester encore pendant un bon moment. Tout à fait. Merci à tous nos auditeurs. Merci à vous et merci donc à tous les participants. Donc les temps forts continuent. Hein. Le prochain épisode sera consacré au rendez-vous de l'actualité et de la formation, comme Alexa vous l'a dit tout à l'heure. Et donc c'est bien sûr Alexa qui fera donc le temps fort de la semaine, du mois prochain. Et je promets de revenir sur la période de reconversion à la lumière de ce qui sortira ou pas, et dans le budget et dans les textes. Voilà. C'est parfait. Bien, merci à tous. À très bientôt. À bientôt sur les prochains temps forts.